Quelqu'un le fait peut-être. Personne au jury. Un meurtre. Certaines tueuses en série s'effondrent. D'autres restent impassibles. Et quelques-unes réagissent avec un calme inquiétant. Ces moments révèlent l'humanité troublante, ou son absence, derrière leurs crimes horribles. Plongeons dans les réactions les plus choquantes, aux peines de réclusion à perpétuité des prédateurs les plus insoupçonnés du monde. Shelby Isaac, pour 3 tissages de cheveux. Shelby a rapidement et précipitamment mis fin à toute une famille avant même qu'elle ne commence. Eddie, Tate et Edwina Thomas étaient les pauvres victimes qui ont perdu la vie par la main de Shelby. Le couple a été abattu pour des raisons incertaines, car il n'était pas certain qu'elle ait voulu les voler. Ou simplement s'est-elle mise en colère parce qu'elle n'a pas obtenu le remboursement qu'elle voulait de la part d'Eddie. Shelby Isaac était une jeune fille de 19 ans, née le 19 novembre à Memphis, Tennessee. C'était le 22 janvier 2016, lorsque Shelby voulait acheter des cheveux, alors sa très proche amie, Victoria, est venue la chercher dans une Mitsubishi argentée pour aller chercher les cheveux. Bien qu'elles aient eu son fournisseur, chez qui elle achetait toujours les cheveux, elle l'avait déjà contacté, précisant ce qu'elle voulait avant d'y arriver. Maintenant, cela nous amène à Eddie Tate Jr. Eddie était le copropriétaire d'une entreprise familiale nommée Virgin, Hair for Us, où il vendait des cheveux et des perruques. Et il livrait même à domicile, si vous passiez une commande, donc elle n'avait pas besoin de perdre du temps en magasin à nouveau. Elle appelait simplement Eddie et lui disait ce qu'elle voulait, et il le lui emballait. Elle venait juste le récupérer, puis repartait. Elle a dépensé 250 $ pour 3 paquets de cheveux après qu'ils aient quitté l'endroit. Victoria a réalisé et a dit à Shelby qu'elle n'avait pas son kit de coiffure et qu'elle n'avait pas la clé de sa maison, donc elle ne pouvait pas coudre les cheveux de Shelby. Elle s'est énervée et a dit à Victoria qu'elle allait récupérer son argent. Mais Shelby savait qu'Eddie ne faisait pas de remboursement, il n'autorisait que les échanges. Alors elle a dit à Eddie de la rencontrer aux appartements de Sycamore Lake, où elle vivait, et lui a demandé de venir avec 3 autres paquets de cheveux. Eddie a rapidement fait cela, et comme Shelby était une cliente régulière, la dernière chose à laquelle il pensait probablement était que Shelby voulait lui prendre la vie. Donc Victoria et Shelby sont effectivement arrivées aux appartements ensemble, et elles sont arrivées avant Eddie. Elles l'ont attendu, et après quelques minutes, il est arrivé. Shelby est sortie pour aller rencontrer Eddie afin de récupérer les cheveux, et Victoria a dit qu'elle est sortie de la voiture. De plus, tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Eddie dans sa voiture tenant les 3 paquets de cheveux. Mais quand Shelby est arrivée près d'Eddie, tout ce qu'elle a entendu, ce furent des coups de feu, plusieurs d'entre eux. Elle a eu peur, est montée dans sa voiture et est partie en conduisant. Elle a essayé d'appeler Shelby, mais elle ne répondait pas. Quand elle a finalement répondu, elle a dit à Victoria de venir la chercher aux mêmes appartements de Sycamore Lakes. Pendant qu'elles étaient ensemble dans la voiture, elle a avoué avoir tiré sur Eddie et sa petite amie dans la voiture et avoir pris l'argent d'Eddie ainsi que les cheveux. On pourrait même se demander, est-ce qu'elle se promène avec une arme? Pourquoi une jeune fille de 19 ans se promène-t-elle avec une arme? Au bout d'un moment, la police est arrivée sur les lieux et a trouvé le corps sans vie d'Eddie, avec environ 4 blessures par balle à la poitrine. L'homme était déjà mort. À quelques pâtés de maison de là, ils ont trouvé Edwina, qui n'était pas encore morte mais avait reçu 3 balles et saignait abondamment du côté gauche. La police n'a pas pu obtenir d'informations significatives d'elle car elle était en état de choc. Ils l'ont transportée d'urgence à l'hôpital et ont découvert qu'elle était dans le dernier trimestre de sa grossesse. Mais à ce stade, l'utérus était déjà endommagé et elle est morte quelques instants après. Shelby a tué Eddie, Edwina et un adorable bébé avant même qu'il ne naisse, une famille entière disparue. Victoria était la suspecte numéro 1, car des témoins ont dit avoir vu une Mitsubishi argentée s'éloigner de la scène après avoir entendu les coups de feu. Étonnamment, personne n'a vu Shelby, donc Victoria a été arrêtée et interrogée. Elle a menti encore et encore jusqu'à ce qu'elle décide de dire la vérité, qu'elle était la conductrice de la fuite. Mais pas de n'importe quelle manière, le tireur impliquant Shelby, immédiatement. Peu de temps après, Shelby a été arrêtée par la police, puis elle a été relâchée car il n'avait aucune preuve pour la lier au crime. La police a mené une enquête approfondie car elle trouvait vraiment difficile de lier le meurtre à quiconque, mais Shelby était bien sous surveillance. En vérifiant le téléphone d'Eddie, la dernière personne à l'avoir appelé était Shelby.
De plus, lorsqu'ils ont vérifié à l'intérieur de la voiture de Victoria, ils ont trouvé un sweatshirt avec des taches de sang. Immédiatement, Shelby a été arrêté et accusé de 3 meurtres. Il y avait des émotions partout alors que Shelby faisait face au tribunal et était jugé pour 3 chefs d'accusation. 2 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré pour la mort d'Eddie et d'Edwina, et ensuite un autre cas d'homicide par négligence, qui était le meurtre de l'enfant à naître du couple, comme on le voit dans ce clip. Immédiatement après que le juge a commencé à lire ses accusations et les peines, elle s'est effondrée. Il a fallu 5 minutes supplémentaires au conseil pour la ranimer, alors qu'elle était emmenée hors de la salle d'audience pour être détenue. Elle a crié tout le long et tout le monde pouvait l'entendre. Les procureurs voulaient initialement une peine de meurtre au 1er degré pour prolonger sa peine, mais le juge a donné le 2e degré. Probablement à cause de son âge, ou quelque chose comme ça. Dans ce sens, elle a été condamnée à seulement 30 ans de prison suite au triple meurtre qu'elle a commis. Les procureurs et la famille des défunts croyaient que le juge était très indulgent envers Shelby. C'est pourquoi elle n'a pas reçu une peine qui était de quelque manière plus sévère que celle qu'elle a obtenue. Lee Tate, qui était l'oncle d'Eddie, n'avait que des choses incroyables à dire sur son neveu. Il l'a qualifié de mari aimant et du meilleur type de père qu'un enfant puisse souhaiter. Il a décrit le couple comme étant uni dans le sens où, là où vous voyez Eddie, vous voyez Edwina. Le couple s'aimait vraiment et c'était assez évident. Mais tuer toute une famille pour 250 de cheveux? Non, certainement pas. Ashley McArthur. La cour d'appel du 1er district de Floride a reconnu Ashley McArthur, l'ancienne enquêtrice de la scène de crime, coupable, et l'a accusée du meurtre d'une détective privée et ancienne policière, Taylor Wright, pour plus de 34 000 $. Elle a tué la détective privée puis a enterré son corps à la ferme familiale située à Cantonment. Taylor Wright était une détective privée et une ancienne policière de Pensacola, en Floride. Elle a travaillé au département de police de Jacksonville de 2008 à 2009, puis de 2012 à 2013. Lors d'un second mandat, Timothy A. Malfitano, le chef adjoint de la police, se souvenait vivement qu'elle était une jeune femme brillante et pleine d'esprit qu'ils étaient prêts à réembaucher. Lorsqu'elle est revenue en 2012, en 2017, sa partenaire domestique, Cassandra Walker, a signalé sa disparition. Ils ont vérifié sa maison et tout était encore intact. En fait, son véhicule était toujours dans l'allée. Sa maison était intacte et tout était à sa place habituelle. Tout se déroulait conformément au message qu'elle aurait envoyé à Walker, disant qu'elle serait absente pendant un certain temps. Mais Walker n'était pas convaincue par cela. Elle et toute la force de police supposaient qu'il y avait eu un acte criminel dans tout cela. Comme elle l'a dit, ce n'était pas du tout la façon dont Taylor envoyait des textos. Sa famille a également accepté qu'elle n'était pas le genre de personne à faire quelque chose comme ça, sans en informer tout le monde. Ils ont découvert que le dernier jour où elle a été vue, c'était avec son amie Ashley McArthur, et c'était le 8 septembre. Ils ont commencé à surveiller Ashley. À la suite des enquêtes, ils ont découvert qu'elle avait déposé un chèque de banque de 34 000 $, au nom de Taylor sur son compte. Cette preuve a été présentée à Ashley, et d'autres questions ont suivi. Mais elle leur a dit que Taylor cachait une grande somme d'argent, car elle essayait de récupérer son fils de son ex-mari. Eh bien, Taylor voulait initialement obtenir un coffre de dépôt bancaire, mais elle ne voulait pas que son nom ou quoi que ce soit sur quoi que ce soit qui soit trouvé. Ce n'est que lorsque la police a décidé de fouiller une propriété appartenant à Ashley et sa famille, pour toute preuve qui pourrait aider à résoudre l'affaire. C'est alors qu'ils ont trouvé le corps d'une femme dans une tombe clandestine recouverte de béton. Quand ils ont sorti le corps, il s'est avéré que c'était le corps de Taylor Wright, qui avait été abattu d'une balle derrière la tête. Elle n'a pas seulement été tuée par une amie, mais elle a été poignardée dans le dos, ce qui est la pire façon pour une amie de mourir. Elle a été arrêtée immédiatement et accusée de meurtre au 1er degré. Elle n'a pas été inculpée au tribunal avant août 2019, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves contre elle. Les procureurs se sont concentrés sur le fait qu'elle était la dernière personne à l'avoir vue, et aussi qu'elle avait été aperçue. Aller acheter du sable et du ciment qui ont été utilisés pour sceller le corps dans le béton. Le point crucial de toute l'affaire était que Taylor a confronté Ashley.
à propos de l'argent volé. Et ensuite, elle l'a abattu pour garder son secret. Après un procès d'1 semaine et plusieurs délibérations sur l'affaire, ce qui était et ce qui n'était pas, le tribunal a finalement pris une décision. Ils ont déclaré Ashley coupable de toutes les accusations. Et elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Toute la salle d'audience a éclaté en larmes alors qu'Ashley restait là, l'air si simple, tandis que des larmes coulaient lentement sur son visage, sachant que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Bonnie Duarte, alors qu'elle a tué 3 adolescents de Las Vegas et blessé mortellement un autre qui a subi le choc mais a survécu pour raconter l'histoire. C'était aux premières heures. À Huntington Beach, les adolescents se détendaient sur la plage pour les vacances de printemps, le 29 mars 2018. Quand soudain, de nulle part, un véhicule Hyundai Sonata a percuté une Toyota Corolla, qui transportait Dylan Mack, 18 ans, Brooke Howley, 17 ans, et A.J., qui avait également 17 ans. Sans oublier Alexis Vargas, qui a été le seul à survivre à l'accident et n'a subi que plusieurs blessures. Duarte était la conductrice de la Hyundai Sonata lorsqu'elle a percuté la Toyota Corolla qui transportait les 4 adolescents. Leur véhicule était à un feu rouge sur la Pacific Coast Highway et Magnolia Street. La Toyota a été projetée contre un poteau et a pris feu, tuant 3 adolescents et n'en épargnant qu'un seul. Rena Mack, la mère de Dylan Mack, qui était un jeune homme de 18 ans avec l'aspiration de devenir pompier, doit maintenant faire face à la réalité que ce rêve est pratiquement anéanti. À ce moment-là, Brooke Howley était sur le point d'obtenir une bourse universitaire car elle était une joueuse incroyable et assez remarquable dans ce sens. Ses parents ont déclaré qu'elle était la star de l'équipe. Avec le cœur lourd, ses parents ont partagé qu'ils lui disaient toujours de faire la bonne chose, mais dans ce cas, ils ont fait la bonne chose. Et maintenant, il y a 3 adolescents morts. J, la sœur de Rossi, était en larmes lorsqu'elle s'est adressée au tribunal et a parlé directement à Bonnie Duarte. Il avait un cœur en or, a-t-elle dit, et un sourire qui illuminait littéralement une pièce. « Tu nous as tout volé et nous avons perdu tellement plus », a dit Ali Rossi à Duarte. Duarte écoutait tout cela en larmes et avec un profond remords, car elle n'avait certainement pas l'intention de tuer ses enfants innocents. Elle conduisait sous l'influence de quelque chose, ce qui était un crime en soi. Elle roulait à une vitesse de 79 sur une autoroute où la limite de vitesse était de 45, Paris. Elle a percuté les jeunes et nous ne pouvons pas surestimer la douleur qui régnait dans la salle d'audience. Elle était tellement intoxiquée que même après son arrestation, elle avait encore près de 9 verres actifs dans son système. Vargas, la seule personne qui a survécu à l'accident parmi ses 3 amis, n'a pas assisté à l'audience depuis ce jour-là. Il n'est plus vraiment lui-même, remettant en question son existence même. Pourquoi il a survécu ce jour-là? Et pourquoi il n'a pas suivi le pont avec ses amis qui sont décédés? Il est actuellement étudiant au College of Southern Nevada et a maintenant 18 ans. Les mots de la mère de l'enfant survivant étaient aussi profonds que ceux des parents des enfants décédés. Alors qu'elle disait cela en face de Duarte, « J'espère que vos enfants trouveront la guérison en acceptant le fait que vous, leur mère a accordé plus de valeur à l'alcool qu'à leur vie cette nuit-là aussi. Cela devrait laisser une marque dans le cœur d'Andrade, sachant qu'elle sortirait de prison quand ses enfants auraient déjà des enfants. Et elle manquerait très probablement certains des moments les plus importants de leur vie. » La mère de 4 enfants âgés de 29 ans de San Clemente, Californie, avait la tête baissée la plupart du temps car elle ne pouvait et ne voulait pas lever la tête pour faire face à la famille des défunts. Elle a pleuré la plupart du temps pendant l'audience. Lorsqu'elle a eu l'occasion de parler, voici ce qu'elle a dit. « Je comprends que vous me détestiez. Vous souhaitez que je sois morte. Vous voulez que je souffre. » Face à la famille des défunts, elle a continué. « Je veux juste dire que je suis vraiment désolée. Et peut-être, juste peut-être qu'un jour vous me pardonnerez tous pour toute la douleur que je vous ai causée. » Involontairement, avec des larmes coulant de ses yeux, elle a dit aux victimes qu'elle était honteuse, pleine de remords et de regrets pour ses choix d'action qu'elle avait faits le jour de l'incident. Elle a continué à leur dire que ce n'était pas juste un événement qui les hanterait et affecterait leur famille,
mais cela a aussi laissé un tatouage hideux sur sa vie, car elle regrette chaque chose et continuera à le regretter tant qu'elle vivra. Selon l'un des procureurs, il a déclaré qu'un des enfants de Duarte avait écrit une lettre au juge disant qu'elle était une bonne fille, pour que sa maman rentre à la maison. Tellement émouvant. Mais désolé, petite fille, maman ne reviendra pas avant un demi-siècle. Aujourd'hui, à Santa Ana, les parents ont supplié le juge d'être sévère. Il a condamné les mères de San Clemente à 51 ans de prison à perpétuité. Alors que les parents des défunts ont demandé au juge de ne montrer aucune sorte de clémence envers l'accusée, car elle avait volé non pas une, ni deux, mais 3 familles de leur source de joie. Et ils ne pouvaient pas lui pardonner cela. En conséquence, la mère de 4 enfants a été condamnée à 51 ans de prison. Elle a été reconnue coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au second degré et de conduite sous influence, ce qui fait 4 chefs d'accusation. Dans cette seule affaire, Duarte a été vue pleurant presque à chaque audience, car sa déclaration ou les déclarations qu'elle entendait faisaient pleurer la jeune femme de 29 ans. Tatiana Fusari. Contrairement à tous les autres cas qui impliquaient une seule personne, c'était un crime commis par Fusari et son mari, Seth Welch. Et penser qu'ils ont commis ce crime contre un étranger, un voisin, ou probablement un passant qui l'aurait peut-être mérité. Ou c'était une sorte de vol. Mais Fusari et son mari ont assassiné leur fille de 10 mois, Mary, Ann Welch. Elle est morte de déshydratation et de famine dans leur maison à Sutton Township, comté de Kent, Michigan. Le 2e jour d'août de l'année 2018, la famille était manifestement une famille pauvre et manquait des nécessités de base pour subvenir aux besoins d'un enfant. Au moment de sa mort, le bébé de 10 mois ne pesait que 8 livres, ce qui était bien plus léger que ce à quoi on s'attendrait pour un enfant de presque 1 an. Ils étaient ni conscients que leur enfant était en sous-poids, mais ils ont décidé de ne pas opter pour une quelconque assistance médicale ou quoi que ce soit, invoquant des raisons religieuses pour justifier le fait de ne pas consulter de médecin. Mais dans un autre scénario, cela pourrait bien être dû à l'incapacité de la famille à couvrir les frais d'un traitement approprié. À l'époque où le décès de la petite Mary a été enregistré, 2 de leurs 3 enfants n'avaient jamais vu un médecin agréé. Vous seriez surpris si elle avait même accouché de ses enfants à la maison et non à l'hôpital. Fusari a affirmé que la raison pour laquelle elle ne pouvait pas administrer des soins complets à leur fille était à cause de la nature brutale et monstrueuse de Welch, car il l'abusait et la violait constamment. À chaque occasion qu'il avait, elle revenait à l'époque où elle l'a rencontré, quand elle était seule et n'avait absolument personne qu'elle connaissait. Cet homme qui était charmant et engageant, il l'a, littéralement, balayé de ses pieds, a-t-elle dit. Ils ne sont sortis ensemble qu'une seule fois, et après cela, ils ont emménagé ensemble. Un peu comme une célèbre histoire fictive nigériane, où un homme est très gentil avec une fille avant de l'épouser. Immédiatement, il l'a épousée. Il a montré sa vraie nature. Il est devenu sauvage et totalement autoritaire, a-t-elle déclaré. Parfois, il la réprimandait même juste pour la faire se sentir mal. Il a ensuite commencé à la tromper, comme elle se souvient d'une fois où elle l'a surpris en train de faire un appel vidéo inapproprié avec une femme. Il l'a ensuite poussée, disant qu'elle devait s'occuper de ses affaires, affirmant que c'était chez lui et ses règles et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Après cela, il a procédé à la violer. Une fois, il a même sorti une arme sur elle et lui a dit de se mettre à genoux. Quand il a pointé l'arme sur elle, elle a sursauté et il a appuyé sur la gâchette. Il l'a manqué, mais il a touché le mur de la chambre de leur fille aînée. Et même, une fois, il a pratiqué un exorcisme sur elle. Il était littéralement fou. Je pense que le tribunal aurait dû voir l'affaire sous un autre angle, car Fusari devait être impuissante en essayant d'aider sa fille à survivre. Welch est le véritable démon qui doit être chassé de cette maison. C'est un cas tragique de mon point de vue. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que ses parents pensaient ou faisaient pour, je suppose que je devrais dire, littéralement regarder leur enfant commencer. Tatiana était en larmes, littéralement. Et avant sa condamnation, son mari purgeait déjà sa propre peine, car il n'y avait rien qu'il puisse dire ou faire. Il était coupable, 10 fois. Mais ensuite, il y avait Fusari,
qui ne pouvait rien faire pour aider à la survie de sa fille. Elle pleurait presque à chaque instant lorsque l'affaire était discutée au tribunal. Et elle a été involontairement condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À mon avis, c'était vraiment sévère. Pour quelqu'un qui a dû traverser tous les abus que Fusari a subis, je ressens. Le tribunal n'a pas mis en avant le problème des agressions et des abus qu'elle a subis de la part de son mari. Avant de la voir coupable d'avoir intentionnellement affamé l'enfant qu'elle avait porté, son avocat a déclaré qu'elle allait faire appel de l'affaire et il y avait une très forte chance que l'affaire soit annulée si elle était analysée de manière critique. Alors que le juge lui demandait si elle avait quelque chose à dire après son verdict, elle a répondu « Non, merci » d'une voix tremblante. Avila, qui est en procès pour maltraitance d'enfants à Hobbs, Nouveau-Mexique. Par une froide journée de janvier 2022, des caméras de vidéosurveillance ont capturé une femme, plus tard identifiée comme Alexis Avila, âgée de 18 ans, se rendant à une benne à ordures et y déposant ce qui semblait être un sac poubelle noir. Alexis Avila. C'était une journée froide le 18 janvier 2022. Alexis, âgé de 18 ans, a été jugé pour maltraitance d'enfants. Les images de vidéosurveillance montraient Alexis se dirigeant vers une benne à ordures, et puis jetant ce qui ressemblait à un sac poubelle noir. 3 heures plus tard, des éboueurs sont arrivés à la benne pour chercher des objets réutilisables, mais ont été choqués lorsqu'ils ont entendu de faibles pleurs provenant d'un sac poubelle noir. Croyant d'abord qu'il s'agissait d'un chat piégé, l'un d'eux a décidé d'ouvrir le sac, découvrant une scène horrifiante. L'un des conducteurs a trouvé un nouveau-né enveloppé dans une serviette froide et mouillée, gémissant et gelant à mort, tandis qu'April, la conductrice, s'occupait du bébé. D'autres appelèrent le 911 et ont signalé l'incident aux autorités locales, avec l'un des témoins disant que le bébé avait encore un cordon ombilical. Elle a exprimé des remords pour ses actions au juge. J'étais vraiment un secouriste, et je regrette que vous ayez toujours cela en tête. La police est arrivée rapidement sur les lieux et a immédiatement récupéré les images de vidéosurveillance et transporté le bébé à l'hôpital. Miraculeusement, le bébé a survécu. Alexis a été identifié grâce aux images et arrêté peu de temps après. Lors de l'interrogatoire, elle a avoué, admettant qu'elle avait placé le bébé dans un sac poubelle et, ne sachant pas quoi faire d'autre, l'avait jeté avec le reste des ordures. Elle a conduit sans but pendant un certain temps avant de se débarrasser du bébé, affirmant qu'elle était confuse. Alexis a tenté de se défendre en insistant sur le fait que ce n'était pas intentionnel et qu'elle avait agi par panique. Elle semblait croire qu'elle n'avait rien fait de mal et a fait une remarque étrange, affirmant qu'elle n'était pas consciente de sa grossesse, mais savait aussi qu'elle était enceinte. Cette contradiction a conduit les autorités à soupçonner qu'elle mentait et avait agi délibérément. Elle a été accusée de tentative de meurtre au premier degré et de maltraitance d'enfants. Pendant son procès, Alexis a dit quelque chose de choquant. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir accouché et a prétendu être dans un état de déni, déclarant qu'elle ne se souvenait pas s'être débarrassée du bébé. Cependant, les procureurs n'ont pas été convaincus par l'histoire d'Alexis et l'ont fait admettre ses crimes devant le jury. Alexis a affirmé qu'elle n'avait découvert sa grossesse qu'1 jour avant d'abandonner le bébé. Cependant, son ex-petite amie, Stephen Asga, l'a contredite en déclarant qu'ils étaient tous deux au courant de la grossesse depuis avril, 8 mois avant l'incident. Mon fils, mon bébé en bonne santé, aimant et beau, il n'oubliera jamais ce que tu as fait. Mais pour cela, je peux dire que mon fils sera quelqu'un un jour, peu importe ce qu'il a déjà traversé. Le jury a finalement condamné Alexis Avila pour tentative de meurtre au premier degré et maltraitance d'enfants au tribunal. Elle a exprimé des regrets, disant qu'elle avait le cœur brisé de manquer les premiers jalons du bébé et de lui refuser l'amour d'une mère. Mais était-ce vrai ou était-ce juste un autre de ses mensonges? Il est difficile d'accepter cela, étant donné qu'Avila a joué à des jeux tout au long de l'affaire. Avila a été condamné à 16 ans de prison. Le bébé, plus tard nommé Saul, prospère maintenant et mène une vie saine avec la famille de son père. Le juge William Shoebridge a condamné Avila à 16 ans de prison, plus 2 ans de liberté conditionnelle, crédit pour 475 jours en résidence surveillée. Que pensez-vous de ces affaires? Avez-vous entendu pire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ces affaires, assurez-vous de regarder les prochaines, affichées à l'écran.